Donc nous avons la lourde charge d'essayer de vous présenter des anomalies qui sont extrêmement vastes et extrêmement nombreuses, et on va essayer de vous les rendre claires. Et donc ce sont toutes ces anomalies de structure que l'on rencontre au niveau des dents temporaires ou des dents permanentes. Alors pour resituer les choses, je vais vous citer cette étude qui a été réalisée, 1700 radiographies panoramiques. Ils ont retrouvé plus de 29% d'anomalies dentaires. Donc les anomalies sont notre quotidien au cabinet dentaire. Ces anomalies dentaires, majoritairement, sont plutôt des anomalies au niveau de la position des dents, des transpositions, des anomalies au niveau de la forme des dents, et bien évidemment, sans oublier les agénésies dentaires, dont la prévalence est presque de 5% dans la population. Et donc, les anomalies de structure auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, eh bien, sont certes les moins représentées en nombre, mais en diversité, eh bien, l'expression clinique de ces anomalies fait que nous rencontrons des réelles difficultés diagnostiques. Ces anomalies de structure eh bien, peuvent toucher l'ensemble des tissus minéralisés de la dent, l'émail, la dentine, avec un grand nombre de pathologies, et puis on va du coup essayer de vous les présenter. Pour pouvoir comprendre l'anomalie de structure au niveau de la dent, bien évidemment, il faut savoir comment est-ce que la dent se forme, et il faut revenir un petit peu à la genèse et à la biologie pour comprendre cela. L'ensemble des tissus minéralisés du corps humain, que ce soit l'os ou que ce soit la dent, se forment de la même façon. On a toujours des cellules spécifiques, les améloblastes, des odontoblastes, des ostéoblastes pour l'os, qui vont sécréter une matrice extracellulaire qui est constituée essentiellement de protéines plus ou moins spécifiques en fonction des tissus. Cette matrice extracellulaire sert un petit peu d'échafaudage, on parle de scaffold, qui va venir supporter eh bien, la minéralisation, la formation des cristaux d'hydroxyapatite pour former ce tissu magnifique que vous voyez ici, qui est ces prismes d'émail avec une organisation extrêmement précise que l'on peut visualiser en microscopie électronique à balayage. Ces différents processus sont extrêmement régulés dans le temps, dans l'espace, pour arriver à cette perfection que vous connaissez au niveau de la dent. Ces régulations de ces différents processus eh bien, font intervenir un très grand nombre de gènes qui régulent à la fois le fonctionnement de la cellule, à la fois la matrice extracellulaire et puis les enzymes qui interviennent dans la minéralisation. Mais les gènes ne sont pas les seuls responsables et les seuls impliqués dans la régulation de ce processus, puisque l'environnement également va influencer l'ensemble de ces étapes. Et on parle de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Ce sont toutes ces substances que nous respirons, que nous mangeons, et qui vont venir également interférer avec les processus biologiques de physiologie. Les facteurs environnementaux n'interviennent pas que au niveau de ces processus biologiques, mais maintenant on sait qu'ils interviennent également au niveau de la régulation de ces gènes, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétisme. On sait que l'environnement va aller modifier la méthylation de l'ADN, et ces facteurs épigénétiques vont également pouvoir être transmis. C'est donc un ensemble de processus extrêmement complexes et on comprend bien que le moindre petit grain de sable dans ce processus eh bien, va générer une anomalie que nous allons nous visualiser au niveau de la cavité buccale. Donc parlons un petit peu de ces anomalies, et pour pouvoir parler le même langage, eh bien, il faut revenir à quelques notions de sémiologie, et je crois qu'il est très important de savoir les décrire. C'est la première étape vers notre diagnostic. Alors ces anomalies de structure, on peut les mettre dans un grand panier. Tout d'abord en anomalies de couleur. C'est une des premières manifestations que l'on peut avoir. Et dans les anomalies de couleur, attention, eh bien, on a des anomalies qui peuvent être, j'allais dire, acquises. Ce sont ici des colorations avec des bactéries chromogènes. Et puis, on a toutes ces anomalies qui sont non pas extrinsèques à la dent, mais intrinsèques à la dent. Et là, on peut ouvrir le sac et mettre tout le monde dedans. Vous voyez ici des colorations de tétracycline, de porphyrie, ou ici des colorations vertes de bilirubine. Alors, quand l'anomalie est intrinsèque, eh bien, on parle d'anomalie de structure. Et c'est bien parce que la structure du tissu est altérée que ses qualités optiques, eh bien, en sont modifiées. Alors, quel terme utiliser pour quoi ? Le terme générique, pour lequel vous ne vous tromperez jamais, c'est d'utiliser le terme de dysplasie. Dysplasie, ça veut simplement dire le tissu est mal fichu. Que ce soit une dysplasie de l'émail, que ce soit une dysplasie de la dentine, ou que ce soit
ce qu'on appelle une odontodysplasie, c'est-à-dire une dysplasie qui touche tous les tissus de la dent. Et vous voyez ici, sur cette radiographie panoramique, eh bien, une odontodysplasie localisée au niveau de cette 46, avec une altération à la fois de l'émail, de la dentine, une dysmorphie au niveau de la racine du fait de l'anomalie dentinaire de structure de la dentine. Cette odontodysplasie, elle peut être localisée, mais elle peut également être plus généralement étendue à tout un secteur. Et on parle d'odontodysplasie régionale. On constate ici que ces dents, ici dans le secteur maxillaire, autant les dents temporaires que les dents permanentes, présentent une altération au niveau de l'émail, une absence de formation dentinaire, en tout cas une absence de visibilité de la dentine sur la radiographie. En réalité, cette dentine est présente, mais hypominéralisée et donc non visible. Parlons maintenant d'une dysplasie non plus de tous ces tissus, mais d'un seul tissu. Et donc là, on ouvre le tiroir de toutes les dysplasies amellaires. Les dysplasies amellaires regroupent différentes entités en fonction de l'altération de l'émail. Donc on peut avoir soit une hypominéralisation de l'émail ici, soit une hypomaturation de l'émail, ou bien une hypoplasie de l'émail. Et donc quand on a une altération qui est, quantitative, le terme consacré est de dire qu'on a une hypoplasie de l'émail. On voit bien ici des pertes de substances très localisées. Et puis ces anomalies non plus quantitatives, mais quand on a une anomalie qui est qualitative, c'est-à-dire que l'émail est moins minéralisé, on aura ces deux cas de figure, soit une forme sévère d'hypominéralisation, soit une forme un petit peu moins sévère d'hypomaturation de l'émail. Les dysplasies au niveau du tissu dentinaire peuvent également exister et se manifester également par des anomalies de teinte au niveau de la couronne des dents temporaires et des dents permanentes, mais également au niveau d'anomalies radiculaires, comme vous le voyez ici, avec donc une dysplasie de la dentine radiculaire responsable d'un raccourcissement des racines de façon congénitale et non pas secondaire à un traumatisme. Alors, comment s'y retrouver dans toutes ces anomalies et comment vous aider à faire le diagnostic ?